Vous écoutez Ici Rueil. Bienvenue à tous, chères auditrices et auditeurs. La médiathèque nous ouvre ses portes. Conférences passionnantes, rencontres littéraires qui rapprochent, autant de moments forts qui nourrissent la curiosité et font vivre la culture au cœur de notre ville. Aujourd'hui, vivez ou revivez une rencontre littéraire avec Colombe Schneck, auteure, journaliste de télévision et de radio et réalisatrice de documentaires. Elle est l'autrice de plusieurs ouvrages remarqués, parmi lesquels La Réparation, 17 ans, La tendresse du crawl, Nuit d'été à Brooklyn ou encore Deux petites bourgeoises. Récompensée par de nombreux prix, dont le Grand Prix de l'héroïne Madame Figaro, le prix Marcel Pagnol et le prix du roman de Cabourg, ses livres sont aujourd'hui traduits dans une dizaine de langues. Elle nous présente aujourd'hui son ouvrage Philippe et moi. Est-ce que nous accueillons Colombe Schneck. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir pour présenter un livre qui vient tout juste de sortir, Philippe et moi. Nous en avons la primeur ce soir. Je vous souhaite une très bonne soirée. Merci à tous. Merci beaucoup. Oui, il est tout frais ce livre, Philippe et moi. C'est un plaisir de vous accueillir, effectivement, Colombe Schneck. Je regardais un petit peu tous les livres que vous avez écrits. J'ai une quinzaine de livres, il me semble. Ça commence à être une bibliothèque, Presque. à vous toute seule. Et puis vous continuez à lire aussi. Vous êtes, je trouve, une bonne lectrice. On a souvent les mêmes goûts. Vous avez fait un article tout récemment sur le nouveau livre de Carole Fives. Et je me disais, je suis bien d'accord avec elle. Et puis, moi, avant la Réparation, qui est le livre qui a révélé, qui vous a révélé, mais il y avait déjà d'autres livres. Et puis, j'en ai noté quelques-uns que j'aime tout particulièrement, qui est La tendresse du crawl, Nuit d'été à Brooklyn. D'ailleurs, Nuit d'été à Brooklyn, il y avait une petite Esther aussi déjà. On va reparler d'Esther et puis Deux petites bourgeoises, Mensonge au paradis. Et ce Philippe et moi, avec donc Esther, avec ce Philippe et avec un personnage, moi, dont j'ignorais tout, qui est cette Francine incroyable, à la fois fascinante, mangeuse, timide, mais rembobinons si vous voulez bien. Et vous avez décidé d'écrire en compagnie de Philippe Roth. C'est quand même un sacré culot. C'était assez gonflé, mais comme vous le dites, je suis hâte d'écouter vos questions parce que je sais que voilà, j'aime aussi beaucoup vos lectures. Ouais, on va se faire des compliments, ça va être parfait. Et je suis ravie d'être là, mais dans cette belle médiathèque. Je suis comme vous d'abord une lectrice. Voilà. Si on devait me dire qu'est-ce que tu fais dans la vie, je lis. J'ai toujours lu. C'est ma fonction principale, quoi. C'est ça ce qui me structure, c'est mon squelette. C'est je suis une lectrice. Avant d'être une autrice ou avant d'être quoi que ce d'autre que je fais d'autres choses dans la vie, mais je suis une lectrice. Et donc, je suis une lectrice de Philippe Roth depuis l'adolescence. Je crois que j'ai dû lire Portnoy et son complexe, je devais avoir 16 ou 17 ans. Et je me souviens d'une chose très précise. Je suis dans la chambre de ma mère, je lis ce livre et je ris tellement que je tombe, il y a un petit canapé, je tombe par terre de rire. Ce qui quand même arrive pas c'est souvent quand on lit. Et le passage qui me fait rire, si vous avez lu ce texte, c'est un passage sur la constipation du père du narrateur, voilà, qui est enfermé dans les toilettes et qui attend qu'il se passe quelque chose. Et je me dis, mais je ne savais pas qu'on pouvait écrire sur un tel sujet. Ça me paraissait fou. Hein. Et je crois l'autre chose qui fait que je deviens une lectrice de Philippe Roth à ce moment-là, c'est qu'il me raconte une façon d'être juif qui ne ressemble en rien à celle de mes parents. Mes parents sont des juifs, vous avez cité la réparation, ce sont des enfants de la guerre, des enfants cachés. Donc on est juif mais très discret, on ne le dit à personne, on s'habille en bleu marine et personne ne sait qu'on est juif parce qu'on ne sait jamais s'ils reviennent, c'est-à-dire si les Allemands reviennent. Donc, et tout d'un coup, de chez Philippe Roth, il y a ces juifs qui sont arrogants, mal élevés, grossiers, obsédés sexuels, infidèles, menteurs, qui en font beaucoup,
et qui clament leur judaïsme sans s'excuser. Et ça, je pense que c'est ça qui me séduit tant chez Philip Roth et chez les juifs américains que je vais fréquenter plus tard à l'adolescence et jeunes femmes. Et donc voilà, je suis une lectrice. Et quel plus merveilleux professeur de littérature que Philip Roth. Voilà, donc c'est Philip Roth qui me conduit vers ce livre, qui me dit, mais allez là où vos détracteurs vont être furieux contre vous. Voilà. Vont vous trouver gonflé, vont trouver que ce n'est pas un sujet pour vous. J'ai écrit allez là justement où vous allez enrager vos lecteurs. Voilà. Et il s'est passé quelque chose. J'ai écrit un certain nombre de livres, une quinzaine, qui sont souvent plus ou moins pas des petits livres, mais des livres où, en tout cas, je montrais dans mon travail une certaine modestie, de bonne aloi. Comme, voilà, j'étais modeste, parce que c'est comme ça qu'on fait quand une femme on est modeste, on n'est pas... Voilà. Mais il y a un entretien avec Martin Amis que j'adore, qui a été publié dans la Paris Review, et il dit, mais quand vous êtes écrivain, il faut toujours faire croire que vous êtes modeste, etc. Mais si au fond de vous ne pensez pas que vous êtes génial et que tous les autres sont nuls, c'est pas la peine. Et il ne faut jamais l'avouer. Bon, je l'avoue ici. Mais j'étais quand même portée par... il y a quelque chose qui m'a portée, c'est qu'il y a quelques années, certains de mes livres ont été publiés aux États-Unis, et tout d'un coup, j'ai été accueillie dans ce monde d'intellectuels américains, souvent juifs, qui m'ont accueillie comme l'une des leurs. C'est une illusion, bien sûr, parce que les Américains, si vous connaissez, sont toujours très accueillants, et puis après, bon, c'est pas très bien ce qui va se passer. Mais en tout cas, quelque chose qui m'a porté là, voilà, une lecture différente de mon travail, disons plus littéraire, qui m'a porté, qui m'a donné, voilà, quelque chose qui était un peu corseté dans mon travail, et je me suis dit, je vais y aller, voilà, allons-y, on verra bien. Et puis, c'est le personnage de Francine qui vous a donné l'autorisation, en fait, d'ouvrir la porte, puisque Esther, l'héroïne qui a des petites choses à voir avec vous, va un jour franchir le portail de Philip Roth, le voisin de la personne chez qui elle est jeune fille au père, c'est bien ça? Oui. Donc, elle vous ouvre la porte, cette Francine. Francine Duplessis, c'est une femme qui d'origine française. Son père est un diplomate français. C'est le premier mort de la France libre, compagnon de la Libération. Il meurt en 1940. Sa mère est une aristocrate russe qui est la muse du poète Maïakovski, donc d'une grande famille. Cette famille se délite, ses parents divorcent et elle se retrouve exilée avec sa mère et son beau-père, qui deviendra un des grands patrons de Condé Nast et de Vogue aux États-Unis, qui s'appelle Alexander Lieberman, qui est un grand directeur artistique, voilà, dans ce milieu de la presse. Donc elle se retrouve petite fille à New York dans les années pendant la Seconde Guerre mondiale, petite fille abandonnée quand même par ses parents très mondains, mais avec une haute idée de leur pédigré, de là où ils sont. Et Francine aura toujours cette idée qu'elle vient d'une grande famille. Elle-même est une femme très intelligente, très belle, très intelligente. Elle est polyglotte, elle parle le russe, français, anglais couramment. Elle est capable de citer de la poésie dans ces 3 langues. C'est une très bonne journaliste. Et elle s'installe avec son mari, ses enfants dans le Connecticut, dans une région qui est assez isolée, mais qui c'est un peu comme on dit, j'ai envie d'être tranquille, donc je vais m'installer en Provence ou dans le Luberon. Vous voyez, donc il y a quand même tout Paris à côté de vous, quand même. Mais il y a cette idée comme elle va vivre dans le Connecticut, et Philip Roth, qu'elle connaît, parce qu'ils appartiennent au même cercle d'amis, d'intellectuels new-yorkais, américains, cherche une maison. Elle lui trouve une maison qui est à 800 mètres de là où elle habite. Ils seront voisins. Elle est ravie d'accueillir Philip Roth dans son Moyen-Âge, parce c'est quelqu'un d'assez snob. Elle aime bien être entourée de gens connus. C'est d'ailleurs ce qui se passe. Tous ses amis sont des grands écrivains, des grands peintres, etc. Autour de chez elle vit, par exemple, William Styron et sa femme, qui sont très proches. Vit Elizabeth Hardwick, qui dirige la New York Review of Books, qui est aussi une grande poétesse. Enfin, tout un monde qui vit comme ça dans cette région. Et donc, elle est ravie d'accueillir Philip Roth. Et commence une amitié. Il y a d'abord une amitié entre eux, mais cette amitié va vite dégénérer.
Et à ce moment-là, et pour maintenir cette amitié, pour garder un lien avec Philippe Roth, elle devient la meilleure amie de Claire Bloom, qui est la nouvelle compagne de Philippe Roth, une très grande actrice anglaise. Peut-être que vous l'avez lu dans 17 ans, elle joue dans Les Feux de la Rampe de Charlie Chaplin. C'est une grande actrice de théâtre. Et donc se forme une espèce de troupe, disons, Francine, Claire Bloom, Philippe Roth, sachant que Philippe Roth ne supporte pas Francine. Il la trouve snob, mais bon, il l'est aussi à sa façon. Mais, et c'est à ce moment-là qu'Esther arrive comme jeune fille au père chez Francine. On est en juillet 1991. Voilà. Et ce livre, moi, ce que je trouve fascinant, c'est que on a l'impression que tout est réel et tout est fiction, et que ce travail que vous avez fait, particulièrement réussi, parce que c'est pas toujours le cas d'arriver à raconter une histoire. Presque une histoire qu'on connaît en fait, eh bien je voudrais bien savoir comment vous avez travaillé là-dessus, parce que j'ai vu à la fin, il y a une documentation très, très importante, il y a un vrai travail de journaliste, d'essayiste en fait, et en même temps on lit ce livre, alors moi je peux tomber aussi de mon fauteuil de temps en temps, parce qu'il y a des choses extrêmement drôles, et c'est extrêmement juste, mais c'est une fiction, enfin, moi j'ai lu comme un roman. C'est un roman. Mais encore une fois, c'est Philippe Roth qui le professeur d'écriture. Donc effectivement, j'ai beaucoup travaillé. D'abord, je suis accueillie dans ce monde qui sont les amis de Philippe Roth et Francine, qui sont les mêmes 40 ans après, et qui m'ont énormément aidée. Et je pense à une femme qui a été extraordinaire, qui s'appelle Judith Thurman, qui est une des meilleures amies de Philippe Roth, qui est un personnage de roman dans le livre, qui réunit plusieurs amis proches de Philippe Roth. Et quand je lui ai raconté mon projet, elle m'a dit l'histoire est géniale. Effectivement, c'est une histoire de haine qui dure 40 ans entre Philippe Roth et Francine Duplessis. 40 ans de haine, c'est pas rien, quoi. On peut ne pas aimer les gens, mais ça dure pendant 40 ans de ne pas arriver à lâcher, quoi. Elle me dit, je vais t'aider, tu peux inventer, tu vois, tu peux t'en servir, c'est un matériel de fiction extraordinaire, mais il faut que les détails soient vrais. Donc, elle m'a aidée, mais comme d'autres proches de ce cercle. Et pour que les détails soient vrais, je suis allée dans les archives et de Francine Duplessis et de Philippe Roth, où là, j'ai découvert une correspondance où il parle d'elle, où il se plaint d'elle, de ses amis, et puis ce fameux, parce que j'ai un peu vite, manuscrit qui est inédit, dans lequel un des reproches que fait Philippe Roth à Francine, c'est grosso modo de dire, si j'ai pas eu le prix Nobel de littérature, c'est de ta faute, parce qu'il accuse Philippe Roth d'avoir coécrit le livre de Claire Bloom. Claire Bloom écrit, après leur divorce, un livre où elle dénonce les agissements de Philippe Roth avec les femmes, avec elle-même, son infidélité, etc., d'être un homme qui n'aime pas les femmes, d'être misogyne. Et Philippe Roth est persuadé que c'est Francine qui écrit ou coécrit ce livre. Et donc, de rage, il va écrire un texte de 500 pages où il va répondre à Francine et Claire, qui l'accusent d'être misogyne, d'être radin, de tout ce qu'on peut accuser. Voilà, bref. Et c'est un texte qu'on peut lire, qu'on peut consulter, qui n'a pas été publié, et qui a été le matériel de ce... Voilà, on ne peut pas le citer directement, mais ça a été le matériel qui m'a permis d'écrire ce texte. Et puis la correspondance de Philippe Roth, où s'adresse, j'ai trouvé par exemple une lettre extraordinaire où il écrit à Janet Malcolm, qui est une de ses meilleures amies, pour se plaindre de Francine en disant je n'arrive pas à me débarrasser de cette haine. Voilà. Donc tout ça, tous ces détails m'ont servi. Et puis, mais ce qui pour moi a été, je dois dire, pas le déclencheur, mais qui m'a porté, c'est que dans les archives de Philippe Roth qui sont à Newark, enfin une partie à Newark et puis une autre à Princeton, aux États-Unis, il y a une lettre extraordinaire où il écrit à ses parents et il leur dit, cher papa, chère maman, vous avez compris maintenant que ce que j'écris est à moitié vrai et à moitié inventé, à moitié tiré de la vie, à moitié inventé, et il donne des exemples précis. Alors voilà, par exemple, quand papa dit ça, je le mets dans le personnage. Voilà. Et ça, c'est une leçon de l'écriture extraordinaire. Et je me suis dit, je vais faire la même chose. Voilà. À moitié vrai, à moitié inventé. Et donc, c'est ce que j'ai fait. Il y a une phrase que dit Leslie à Esther, « Écris la vérité, mais regarde tes personnages avec amour. » Et c'est très juste, vous vous penchez sur eux avec tendresse. Alors, quand j'ai commencé le livre, il y a 4 ans maintenant,
je suis une lectrice de Philippe Roth, donc je regardais Philippe Roth avec énormément d'amour et d'admiration. Et voilà. Et par contre, j'étais assez sévère avec Francine, parce que son côté Madame Verdurin, etc., c'était facile de se moquer. Voilà, Et bizarrement, c'est que mon éditrice américaine, qui s'appelle en fait, voilà, dont j'ai changé le prénom dans le livre, était aussi l'éditrice de Francine, et donc je lui racontais mon projet, je l'ai interrogée aussi et c'est elle qui m'a dit, oui, écrivez ce que vous voulez. Cette phrase, c'est elle qui m'a dit, écrivez ce que vous voulez, mais regardez vos personnages avec amour. Et j'ai trouvé que cette phrase de conseil d'éditrice était vraiment extraordinaire. Voilà, regardez vos personnages avec amour. Et Philippe Roth regardait le plus souvent ses personnages avec amour. Je sais pas, je pense à par exemple le personnage du Suédois dans La pastorale américaine. Je sais pas, c'est l'histoire de ce père et cette fille. Philippe Roth n'a jamais eu d'enfant et décrit l'amour d'un père pour sa fille avec un amour inouï. Et cet homme qui n'a pas eu d'enfant est capable de raconter ainsi l'amour d'un père pour sa fille. Voilà, donc regardez que ces personnages avec amour. Je pense que l'empathie, la première qualité du romancier, être capable de se mettre à la place d'un personnage que vous n'aimez pas, qui est loin de vous, et de comprendre comment il va agir, qu'est-ce qu'il pense. Et effectivement, c'est très important. Regardez vos personnages avec amour, ça a été très important. Alors vous dites 4 ans à peu près de travail. C'est assez monumental. Enfin, ça vous a porté... Travail, voilà. En fait, il y avait un grand travail d'enquête et d'archives, de lecture aussi, parce que d'abord, il fallait que je ne pouvais pas me tromper. Quoi. Et Philippe Roth, c'était un très grand travailleur, travaillait énormément. Et ça aussi, c'est ça qui m'a porté. Je ne pouvais pas faire il ne fallait pas que ce soit raté, ça aurait été quand même... Donc, j'aurais été bien embêtée. Et puis trouver aussi la forme, la construction. Donc ça a été long, mais je dois dire que il y a des livres qui sont parfois douloureux à écrire, ça n'a pas du tout été le cas. Et pendant toute l'écriture, j'étais portée par une espèce d'excitation. Vous imaginez, voilà, c'est votre écrivain préféré, disons, c'est mon écrivain, et j'étais avec ses amis, j'étais dans ses archives, j'étais dans des textes inédits qu'il avait publiés. Enfin, pour moi, c'était merveilleux. J'étais dans ses meubles, j'étais dans son bureau, j'étais dans sa bibliothèque, j'étais dans sa géographie, j'étais chez lui dans le Connecticut, j'étais sur la route. Enfin, j'étais dans ce matériel qui lui a permis d'écrire tous ses romans. Et je l'ai rencontré comme être humain, comme être faillible tel qu'il était, grâce à ses amis. Ça, c'était... Ces années, je ne les ai pas vues passer, c'était merveilleux. Voilà, j'aimerais bien... ce livre, je suis prête à y retourner. Alors maintenant, j'en parle, donc c'est une façon autre de continuer à l'écrire. Oui. Oui, puis finalement de raconter une histoire où vous discutez avec lui, vous vous rapprochez de lui, il est là, donc vous vous offrez la joie de raconter une histoire. C'est l'absence totale modestie d'un lecteur et de son auteur. Quand on lit, c'est Houellebecq qui dit ça, je crois. Quand on lit, on est en contact direct avec plus que la musique ou le théâtre ou la peinture, on est en contact direct avec l'auteur. Enfin, c'est quelqu'un qui vous écrit. On est dans ces... donc, le lire, avait être avec lui déjà depuis longtemps. Et alors, je n'ai jamais lu Philippe Roth. Vous me dites, comment vous... C'est vrai, me dit-elle. Non, un petit peu. Mais j'aimerais bien savoir ce que vous dites à quelqu'un qui ne l'a jamais lu et qui va avoir la chance de rentrer dans cette œuvre, dans ses œuvres. Alors, et il nous raconte tel que nous sommes. C'est-à-dire que nous sommes... par exemple, il raconte un homme du XXe siècle. Qu'est-ce que va être un homme au XXe siècle? Un homme qui ne s'empêche pas dans sa sexualité, par exemple. Donc, il va être à l'intérieur du désir d'un homme, tel qu'il est, sans mascarade, sans maquillage. Il va raconter un homme au XXe siècle tel qu'il est, avec son désir, avec son impudeur, avec ses privilèges. Mais bon, c'est un maître romancier. Je dirais que il faut lire les grands romans qu'il a écrits au début du XXe siècle, qui racontent l'Amérique du XXe. Je pense à La pastorale américaine,
Je pense au complot, le complot contre l'Amérique, qui raconte ce qui se passe aujourd'hui aux États-Unis. La tentative totalitaire de Trump est racontée par Philip Roth dans le complot contre l'Amérique. C'est quelqu'un qui a, comme tout grand monsieur, un don de prémonition extrêmement fort. Il a écrit aussi des livres très personnels qui sont presque comme de l'autofiction, ce qui est assez étonnant pour un écrivain américain. Je pense à Patrimoine, par exemple, un livre sur son père, sur la mort de son père et la vie de son père, ou Les Faits, ou le livre qu'il a écrit sur son premier mariage. Voilà. Il y a une richesse, une œuvre extrêmement importante, et effectivement, ce prix Nobel qu'il n'a pas est scandaleux. C'est incompréhensible. Puis, c'est un auteur d'obsession, et vous aussi, comme romancière, comme écrivaine, vous creusez l'obsession quand même. Le livre devait s'appeler d'ailleurs Une légère obsession. Ah, très bien. Parce qu'on est tous obsédés, on est toujours dans nos obsessions à croire que finalement, non, on va très bien s'en sortir. Mais l'obsession, comme le raconte le décrit très bien Proust, elle revient. Et peut-être parfois, on arrive un peu à l'écarter, mais elle sera toujours là. Philip Roth est obsédé, oui. Obsédé par le sexe, mais il est surtout obsédé par son travail, par son œuvre. À 25 ans d'écrivain, et c'est ce qu'il va faire toute sa vie, de 9h à 17h tous les jours. Moi, à ma façon, je suis obsédée, oui, bien sûr, je suis obsédée. J'étais obsédée quand j'écrivais ce livre. J'ai des obsessions successives, mais Francine obsédée aussi, elle est obsédée par ce voisin, mais lui aussi est obsédé par elle. Je crois que c'est difficile d'être un écrivain sans être obsédé quelque part. Quoi, je connais peu de gens qui sont... Enfin, même sans être écrivain, je connais peu de gens qui ne sont pas obsédés. Enfin, peut-être. Oui, oui. Et il y a à un moment, c'est Esther qui parle. Je n'en reviens pas d'être là, écrire sans que personne me tape sur l'épaule pour me demander d'arrêter. Il faut parler d'Esther. C'est un personnage intéressant qui se glisse partout, qui est comme une silhouette, qui est très discrète, mais qui dit « je ». Oui. Esther, je l'avais déjà utilisé effectivement dans Nuit d'été à Brooklyn. Ce serait une espèce d'alter ego littéraire, c'est-à-dire qu'un personnage dans lequel je mets ce que je veux, transformer ma propre biographie, dire des choses que je n'écrirai jamais sur moi. Donc, des passages que j'écris sur Esther, une jeune femme, une adolescente, disons, dont les parents apprennent le père a une clinique de chirurgie esthétique et c'est une héritière. Et je voulais absolument parler d'argent dans un livre. Parce que l'argent est un des grands sujets absents de la littérature. On en parle quand il n'y en a pas. C'est un très beau sujet. Mais on n'en parle pas. Ça a été un grand sujet au 19e, dans les grands romans sur la bourgeoisie, mais aujourd'hui, ça n'est jamais un sujet quand il y en a. Ou c'est pour dire j'en ai plus. Voilà. Et je trouve que c'était important d'écrire ça, de mettre des sommes, qu'est-ce que ça veut dire d'hériter de l'argent, par exemple, et combien. Et donc Esther m'a permis de mettre ça. Voilà. C'est une jeune femme de la bourgeoisie qui hérite et qui peut écrire parce qu'elle a reçu. Par exemple, quand on cite Virginia Woolf, La chambre à soi, on oublie toujours l'autre partie de son conseil, c'est l'argent. Elle dit 3000 livres de rente, je ne me souviens plus des sommes exactement, mais elle dit, si vous voulez écrire, vous êtes une femme, il faut une chambre, mais il faut aussi de l'argent, il faut aussi une rente. Cet aspect-là, on l'oublie toujours quand on parle de Virginia Woolf, parce qu'il y a quelque chose de dégoûtant dans l'argent. Et parce que c'est un sujet dégoûtant, l'argent, je voulais absolument écrire dessus. Voilà. Parce que c'est dégoûtant, et comme le dit très bien Édouard Louis, ou Annie Ernaux, on doit écrire sur ce qui nous dégoûte, sur notre honte. Donc l'argent est dégoûtant, je vais écrire sur l'argent. Donc Esther me permet de raconter, d'écrire un personnage. Malheureusement, je n'ai pas hérité des sommes, de l'argent, bon. Oui. C'est une phrase que je crois à un moment, j'ai dit qu'elle hérite de 2 millions d'euros. J'ai une phrase que je l'ai mise, je l'ai remise. Je me dis, qu'est-ce qu'on va croire que c'est moi, et je me dis, je vais la mettre parce qu'elle est, encore une fois, parce qu'elle est dégoûtante, cette phrase. Mais c'est aussi ce qui permet à Esther d'être libre, d'écrire, de devenir
la jeune femme qu'on va suivre, la femme qu'on va suivre dans ce roman. Alors Philippe Roth, il est tout le temps là, il est dans l'ombre, il apparaît, il disparaît, mais il y a beaucoup de femmes. Et en fait, c'est un livre de femmes aussi, Philippe et moi. Oui, c'est les femmes autour de lui. Philippe Roth et cet homme, la question de savoir est-ce qu'il est misogyne, pas misogyne, qu'on se pose beaucoup autour de Philippe. Finalement, ce n'était pas une question intéressante. Voilà, bon, il a écrit les romans qu'il a écrits. La littérature, elle n'est pas là. Est-ce que c'est des bons livres, des mauvais livres? La plupart des livres de Philippe Roth sont des très grands livres. Et parfois, il y a des personnages féminins qui sont extrêmement désagréables. Et je pense par exemple au personnage qu'il a écrit, qui est celui dont il s'est servi de son ex-femme pour créer un personnage d'actrice vieillissante et snob et désagréable. Donc parfois c'est presque un peu caricatural, mais comme il y a une très drôle critique dans The Guardian en Grande-Bretagne sur ce livre, en disant je préfère lire un grand roman misogyne de Philippe Roth qu'un mauvais roman féministe, quoi. Mais bon. Donc la question ne se pose pas là. Mais par contre, des femmes autour de lui, la question était intéressante. Donc, effectivement, j'ai un côté sur Francine Duplessis, mais j'ai aussi interrogé Claire Bloom, donc son ex-femme, et puis il y a cette jeune Esther. Voilà. Philippe Roth est un homme du XXe siècle. Un homme du XXe siècle, comment se comportait un homme? Moi, j'étais une jeune femme au XXe siècle. C'était pas facile, c'était compliqué d'être une jeune femme. Vous l'avez été aussi, je pense. Je ne l'ai pas oublié. On n'a pas oublié la façon dont on a été traité par les hommes. Pourtant, il y a eu la révolution féministe, la seconde révolution féministe des années 70, mais moi je pensais que, de façon très naïve, que je pouvais faire les mêmes études que mon frère, j'ai fait des bonnes études, j'allais travailler, etc. Et je me suis heurtée à des choses auxquelles je ne m'attendais pas, à des regards, à des demandes, à des pressions avec les hommes avec lesquels je travaillais, auxquelles je ne m'attendais pas, auxquelles je ne savais pas comment répondre. On était au XXe siècle, les hommes se comportaient comme ça, ils avaient des privilèges, disons, sur le corps des femmes. Philippe Roth, c'est un homme qui a des privilèges sur le corps des femmes. Et c'est un homme de son temps. Pour reprendre à la célèbre expression de Camus, c'est un homme qui ne s'empêche pas dans sa relation avec les femmes. Il a une femme qui le trompe énormément. Il y a une jeune femme de 19 ans qui arrive dans son Moyen-Âge. Évidemment, il va regarder son... Enfin, il va regarder ce qu'il ne va pas en faire, quoi. Il ne s'empêche pas, il n'y a pas de limite à son pouvoir. C'est un homme extrêmement intelligent, très séduisant, très drôle, qui a une forme d'addiction sexuelle dont il ne se cache pas. C'était intéressant de l'étudier, de les voir de près. Mais c'est l'écriture aussi qui est extrêmement importante dans tous vos livres, mais dans celui-là où vous avez volontairement été dans l'objectivité, dans l'observation. Il n'y a pas de mots de trop. C'est une écriture très sobre. Et vous avez dû à mon avis, beaucoup travailler cette écriture-là pour arriver à cette impression qu'on a à la lecture, d'avoir énormément d'atmosphère, de description de ces années 90 où Esther arrive dans cette maison du Connecticut. Et c'est toujours extrêmement sobre. Comment vous travaillez justement pour obtenir cette écriture-là qui est à la fois dedans et dehors? Je suis une écriture, je dirais, du détail, c'est-à-dire que il y avait beaucoup de choses à décrire qui étaient réelles, quoi, qui étaient... j'aime ce qui est matériel. Voilà, j'aime bien décrire l'extérieur pour pouvoir comprendre ce qui se passe à l'intérieur des personnages. Je suis quelqu'un qui écrit assez vite et qui réécrit beaucoup. Je réécris, j'ai beaucoup. Je réécris avec l'idée que chaque mot a une utilité. Je suis quelqu'un qui nage. Je suis une nageuse. Vous l'avez même écrit. Voilà, je l'ai écrit. Et en natation, en crawl, on apprend quelque chose de très important, c'est que chaque geste, c'est presque un art de la paresse. C'est-à-dire que chaque geste doit être utile. Si ce geste est inutile dans l'eau, il faut l'éliminer. Parce qu'on est paresseux quand on nage et on ne veut pas faire d'efforts inutiles. Voilà, il faut que chaque geste vous permette d'avancer. Eh bien, ça a eu des effets sur mon écriture. J'ai toujours cherché ça, mais encore plus particulièrement depuis que je nage. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il y ait une virgule ou un mot qui ne sert pas à faire avancer la phrase et donc l'histoire.
Donc je réécris, je relis voilà, pour qu'on avance tout le temps, quoi, qu'il n'y ait rien, voilà, rien de joli, rien de joli, rien d'inutile. Voilà. Et vous avez une sorte de prologue. J'aimerais bien que vous nous en parliez, puisque vous n'avez pas lu le livre encore, et vous avez de la chance, parce que vous allez le découvrir. Mais c'est un prologue un peu curieux que j'ai relu à la fin de... Comme souvent d'ailleurs les prologues ont fait ça. On les lit, on ne comprend pas très bien où l'autrice veut en venir, et puis après on revient en arrière. Pourquoi cette ouverture? Ce prologue, je l'ai écrit, le livre était terminé, et je l'ai réécrit après comme une scène d'ouverture du livre. Je pense que c'était nécessaire pour qu'on puisse rentrer dans cette histoire, présenter les personnages. Je voulais absolument que ça se passe avant le désastre, c'est-à-dire que l'histoire se passe en 1991, qui paraît maintenant une période enchantée de notre histoire occidentale, en tout cas. On est après la chute du mur de Berlin, avant les accords de Camp David. Enfin, on a une période bénie qui paraît aujourd'hui, mais merveilleuse. Voilà. Clinton est président des États-Unis. Et le livre se termine en 2016, en octobre 2016, avant la première élection de Trump. Mais j'ai senti qu'il fallait, qu'il fallait une ouverture de rideau, quelque part. Il fallait quelque chose que c'était nécessaire pour qu'on puisse comprendre où on était. Peut-être que j'ai eu tort, peut-être que c'était pas utile, hein, mais non, justement, ça donne une sorte de gravité au livre qui après, parce que c'est vrai que ces années 90 sont enchanteresses et que vous racontez très très bien cette sorte de légèreté et de beauté. Ça sent bon, c'est beau. Ça se passe en été 91 dans cette région qui est magnifique, qui est le comté de Litchfield dans le Connecticut. On se baigne dans des lacs, la forêt est extrêmement belle, c'est une très belle nature. Et je voulais raconter ça, cette beauté, oui. Parce qu'on est effectivement, il y a une espèce de guerre entre eux, mais dans un décor merveilleux quand même. Oui. C'est une guerre élégante, toujours. C'est une guerre élégante, c'est-à-dire que jamais, ils ne vont jamais s'insulter. Il n'y aura jamais de mots plus hauts l'un que l'autre. Mais la haine, elle est là. Le seul moment où je veux dire que la haine s'installe et voilà, elle devient presque publique, c'est quand Francine, peut-être que vous avez lu un de ces romans qui s'appelle La Tâche, et dans lequel le narrateur soit une lettre anonyme. C'est Francine qui va l'écrire. En fait, Francine est amoureuse de Philippe. Elle l'aime. Philippe la rejette depuis des années. Elle devient la meilleure amie de sa femme, quand même, pour se rapprocher du couple. Il y a un truc comme très, très étrange. Et quand Philippe va quitter Claire et Francine est persuadée que c'est son moment. L'amour est une illusion. Enfin, c'est toujours une fiction. Voilà, elle imagine que Philippe est amoureux. Enfin, je sais pas ce qu'elle imagine que Philippe est amoureux. Et elle le voit que non, il va pas plus, il se sent encore plus heureux parce qu'enfin débarrassé de Philippe. Francine, il faut comprendre qu'ils habitent vraiment à 800 mètres l'un de l'autre dans une région où il y a au milieu d'une forêt. C'est sur la même route, à gauche chez Francine, et à droite c'est chez Philippe. Et donc, de rage, elle va écrire une lettre anonyme. Tout le monde sait que vous couchez avec une amie avec cette fameuse Judith Thomas dont je parle au début. Et pour écrire ça, il faut être très amoureux. C'est une lettre de désespoir amoureux. Donc là, il va se retourner contre elle, etc. Donc là, la haine sera visible. Mais elle reste, mais il va passer par un avocat, il ne va pas lui dire elle directement, oui. Mais on a aussi l'impression qu'on est un petit peu dans un faido aussi, il y a un côté un peu théâtral. Les lieux sont magnifiques, les gens sont connus, et en même temps, ils se comportent comme un trio amoureux. On ne peut plus... Disons que ce sont des grands intellectuels, en particulier Philippe Roth, mais ils se comportent effectivement comme des enfants. J'étais étonnée parce que voilà, c'est un comportement de Philippe Roth qui parfois était
Par exemple, cette histoire de lettre anonyme, on reçoit une lettre anonyme qui dit on la jette, quoi. C'est pas lui, il va la garder, il va la conserver, il va demander une analyse graphologique pour être qui va lui montrer que c'est bien l'écriture de Francine. Il va prendre un avocat, le pire avocat qu'on puisse imaginer, le plus difficile, le plus violent pour s'attaquer à Francine pour sortir de lettres anonymes. C'est-à-dire que il a un comportement assez enfantin, quoi. Et on le voit par exemple dans sa correspondance ou dans ce manuscrit inédit, c'est-à-dire que c'est un Philippe Roth qui est brutal, qui est brut, qui n'est pas celui de ses romans. C'est des textes qu'il a écrits avec rage, avec colère, sans réécrire, sans polir, sans lui apporter de l'intelligence, la subtilité, l'amour qu'il apporte dans ses romans. Donc on a un Philippe Roth qui est un personnage qui s'agite, qui rumine, qui d'ailleurs ressemble peut-être à certains personnages de ses livres, sauf que c'est lui. Et Francine, pareil, c'est une femme très intelligente. Elle est très belle, hein. Quand on voit les photos, elle est magnifique. Magnifique. Et qui se comporte comme une petite fille amoureuse, qui ne comprend pas que ce jouet, Philippe Roth, ne lui obéit pas. Comme Claire Bloom, cette très belle actrice, d'une grande intelligence, d'une vraiment merveilleuse actrice, qui se comporte aussi, elle, comme une petite fille avec son mari et sa meilleure amie, quoi. Pourquoi on ne contrôle pas elle n'arrive pas mieux à contrôler la situation, mais ce mari, elle l'a choisi. Et c'est drôle, c'est que on commençait un livre, je me suis dit, moi, je vais écrire, voilà, j'ai un projet, et je le termine, et je me suis rendu compte qu'en fait, j'avais écrit un livre sur ma mère, voilà, et que Francine Duplessis, comme Claire Bloom, comme ma mère, sont des petites filles de la Seconde Guerre mondiale, des petites filles dont la vie a été brisée par la guerre, la destruction, l'exil, et qui n'ont jamais pu grandir, qui n'ont jamais pu être des mères. Et ça m'a paru évident, voilà, au moment quand j'ai terminé ce livre. Philippe Roth parlait avec beaucoup de violence de son ex-femme, Claire Bloom, parce qu'elle avait une fille dont elle s'occupait peu. Mais quand j'ai interrogé la fille de Claire Bloom, donc qui a très bien connu Philippe Roth, était son beau-père, elle me dit, mais Philippe Roth, c'était pas le problème, c'était ma mère qui ne pouvait pas être une mère, voilà. Et j'ai retrouvé effectivement des choses finalement de très intimes auxquelles je ne m'attendais pas en écrivant en partant comme ça avec beaucoup d'ambition et peu de modestie sur ce projet Philippe Roth, Francine Duplessis. Et en fait, ce livre est tout aussi intime que les précédents. Alors, vous êtes laissé prendre. Et je me suis laissé prendre. Je savais. Oui, on croit toujours. Voilà. Je pense que les livres ratés, c'est quand on arrive là, quand le projet est défini, qu'on arrive là où on avait défini ça m'est arrivé d'aller là où je voulais aller. Je crois que ces livres, finalement, sont quelque chose de raté. Je pense que c'est réussi quand on arrive quelque part auquel on ne s'attendait pas, ce qui est le cas ici. Oui. Donc, Philippe Roth vous aide à régler les problèmes personnels, c'est formidable. La lecture de Philippe Roth, il y a la lecture, par exemple, la lecture je parlais de la lecture de Portnoy et son complexe, mais il y a une des lectures qui m'a énormément aidée, qui aide énormément Esther, c'est que Philippe Roth a eu une première épouse qui s'appelait Margaret, qui était une femme qui n'était pas son genre, comme on dit, qui était alcoolique, très violente, qui était déjà la mère de 2 enfants dont elle n'avait pas la garde. À l'époque, il avait une petite amie qui s'appelait Maxine Grosky, qui est devenue une éditrice brillante, qui paraissait parfaitement la petite amie pour Philippe Roth, quoi, et il choisit plutôt cette Margaret qui va l'empêcher d'écrire pendant des années, qui est très jalouse, qui est très violente, avec très vite, ils s'insultent l'un l'autre, c'est un mariage catastrophique, et pendant plusieurs... Il arrive enfin à divorcer, il imagine sa mort, et elle va mourir effectivement dans un accident de voiture, comme il l'imagine dans un de ses livres. Et dans plusieurs livres, il revient sur ce premier mariage, et il dit, je ne comprends pas, voilà, qu'est-ce qui a fait que moi j'étais un gentil garçon, élevé par des gentils parents, je voulais devenir écrivain, je n'avais pas le projet de me marier, pourquoi j'y suis allée ? Pourquoi je voulais peut-être que je voulais connaître l'aventure parce qu'elle ressemblait pas, elle venait pas de mon milieu social, elle était d'une Pennsylvanie, d'une famille, d'une région plus rurale, plus pauvre, elle était chrétienne. Enfin,
il y avait un petit sens de l'aventure, échapper à mon milieu social et ma famille, mais pourquoi j'ai accepté, j'ai subi ces années et ces années de violence verbale et de violence physique et d'une femme que je n'aimais pas, et pour que j'ai accepté ce mariage, il revient pourquoi sans comprendre, il revient, pourquoi j'ai accepté ça, et il finit par dire qu'il n'y a pas d'explication. Mais le seul sens qu'il peut donner à ce mariage, c'est, il dit, elle a été mon meilleur professeur de littérature, en ce sens, elle m'a appris ce que c'était que la vie. C'est-à-dire le mensonge, la violence, quelque chose que je ne connaissais pas. Et c'est la même chose pour Esther, qui a un premier mari qui est violent et alcoolique, comme le mari l'épouse de Philippe Roth. Et la lecture de Philippe Roth, et cette phrase... Voilà, il n'y a pas d'explication, pas de sens. On fait des erreurs, on nous dit Philippe Roth, on se trompe, on prend mauvais chemin, et les choses n'ont pas de sens. Il n'y a pas forcément une explication, mais ce premier mari va donner à Esther une leçon très importante. Il va lui apprendre ce que c'est que la vie et donc la littérature. Et vous, comment vous l'avez abordé, la littérature ? Vous avez toujours lu ? Vous êtes d'une famille où on lisait beaucoup ? Il y a une bibliothèque dans votre chambre de bébé ? Comment ça commence ? Alors, j'ai la chance d'une famille où on lit. Il y a des livres chez mes parents. J'ai une maîtresse qui s'appelle Marlène Gonod, donc je la cite souvent parce qu'elle était en 11e. Et je me souviens qu'elle nous amène le premier jour à la bibliothèque de l'école. Et elle commence à lire un livre. Elle nous dit quand j'écoute, et puis elle s'arrête. Elle dit, quand vous serez lire, vous lirez la suite. Et donc j'ai dû apprendre à lire très vite. Et je lis. J'ai toujours lu. Je lis tout et n'importe quoi enfant. Je veux dire que je grandis dans un tel silence. Mes parents racontent tellement rien de ce qui leur est arrivé, de ce qui est arrivé dans notre famille. Il y a tellement rien. Il y a tellement pas de paroles, tellement pas de mots, que je me nourris de livres, mais je me souviens que je lisais l'annuaire quand j'étais enfant. Vous savez, il y a encore les gros bottins, et je lisais l'annuaire. Je lisais des noms, des adresses, des identités, des professions. Et maintenant, ça me paraît évident. Je cherchais les disparus. Mais je lisais, c'est l'époque d'apostrophe, donc mes parents achetaient le lendemain matin. Donc je lisais. Je me souviens que mon père m'avait engueulé parce que j'avais lu un livre de... je ne sais pas, 9 ou 10 ans, un livre de Claude Lanzmann, de Lanzmann, le frère Jacques Lanzmann, qui s'appelle La Transsibérienne, qui est un livre un peu érotique, etc. Je lisais n'importe quoi, je le lisais, mais j'avais un très mauvais goût, et je garde un mauvais goût. Enfin, je trouve que c'est important d'avoir son mauvais goût personnel. Par exemple, je peux lire des mauvais livres, il faut que les livres me parlent. Oui, je suis une lectrice. C'est quoi mauvais goût aujourd'hui ? Non, qu'est-ce que je peux lire de mauvais goût, j'exagère, mais non, mais par exemple, là, c'est un livre en anglais. Non, mais je peux lire des livres de princesses. Mais c'est bien, ça fait du bien. Non, voilà. Ça nettoie. Non, mais je peux lire je peux lire n'importe quoi. Voilà, j'aime bien la pop culture. J'ai besoin de lire. Et si j'ai pas de bon livre, je tourne en rond. Il me faut un livre. Il faut trouver quelque chose que je peux manger, qui va me parler. Je suis pas une lectrice qui réfléchit. Pour moi, c'est quelque chose de l'ordre de la nourriture. Voilà, c'est ce qui m'a permis de grandir, ce qui m'a permis d'être française. C'est la littérature française, par exemple. J'ai une famille, mes 4 grands-parents ont émigré en France. Donc, c'est grâce à la littérature française que je deviens française. Mais je lis des magazines, des magazines People, je lis tout. Je sais, quand j'étais enfant, je lisais tous les paquets de cornflakes, je lisais tout ce qui était écrit derrière. Enfin, voilà. Mais alors, écrire et avec Philippe Roth, c'est formidable, parce que vous avez sur votre table la pile de ses œuvres, et vous pouvez reprendre comme ça à l'infini. Vous avez eu envie de le terminer, ce livre, finalement, parce que quitter Philippe Roth, c'est comme quitter son meilleur amant. C'est comme son meilleur amant. Je pense que je n'aurais pas choisi comme... Si au début de l'écriture, j'avais un espèce de fantasme. Et c'est drôle, c'est que pour savoir... J'ai lu des livres pour savoir quel amant était Philippe Roth, par exemple. Oui, parce que c'est très, très important, effectivement. Même si la scène n'est pas décrite, il fallait que je raconte. Donc, mais Philippe Roth, encore une fois, lui-même était un extraordinaire professeur de sexualité dans ce livre. J'ai commencé à écrire en disant je vais tout relire. Enfin, je vais lire. Je vais mettre au début. Je vais lire toute son œuvre.
Et ce qui m'a... Alors, il y a des livres que j'ai relus avec une grande joie et une passion, mais des livres ratés dans son œuvre. Et ça, c'est intéressant que chez un auteur, on a le droit de rater quelques livres. Alors, il y a certains qui détestaient lui-même. Par exemple, Le Rabaissement, il trouvait lui-même que c'était un très mauvais livre, qu'il l'avait raté. Mais il y a un livre qu'il a écrit juste après Portnoy qui s'appelle Trichy Dixon, qui est censé être un livre drôle sur la politique, c'est pas bien. Il y a des livres qui sont... Il y a quelques livres qui sont ratés, oui, qui sont moins bien. Il y a des moments très forts. C'est au tout début, Portnoy et des nouvelles. Et puis, il y a un moment qui un peu moins. Et puis, il y a un moment, il y a tout le monde de mariage où il écrit très peu. Et puis, ces livres d'autofiction que j'aime beaucoup. Et puis, il y a un moment, dans les 70-80, le 5, c'est un peu moins bien. Enfin, un homme qui se transforme en saint, c'est des dommages à Kafka. Bon, c'est toujours intelligent, mais c'est pas non plus. Et puis, il divorce, il a 60 ans, et là, il va écrire des chefs-d'œuvre. Voilà. Il écrit La pastorale américaine, il écrit Le complot contre l'Amérique, il écrit voilà, La Tâche, qui sont ces grands romans qu'il faut absolument lire. Mais c'est un écrivain juif. C'était important, ça aussi. C'est ça aussi qui vous porte et qui fait c'est un frère ou un oncle. Il disait lui-même qu'il n'était pas un écrivain juif. Il écrivait en anglais, c'est un écrivain américain. Mais il écrivait sur ce monde juif. C'est son décor, c'est sa famille. Moi-même, je me considère comme une écrivain française. J'écris en français, le français est ma langue. Je suis voilà. Mais dans mes livres, même si je veux parfois échapper au judaïsme, à ma famille juive, aux questions liées au judaïsme et à la Shoah, elles reviennent de toute façon, comme voilà, je ne peux pas y échapper. Mais ce qui m'a porté chez Philippe Roth, ce que je disais au début, c'est que c'est les Juifs sur la Shoah, c'est les Juifs américains, c'est les Juifs qui ont une légèreté et un humour qui a été brisé chez les Juifs européens. Et c'est ça qui, je pense, me séduit tant. Voilà, c'est ces sentiments qui existaient peut-être en France, en Europe avant-guerre. Encore qu'avant-guerre, il y avait déjà les pogroms et l'exil pour ma famille, mais c'est cette légèreté-là, c'est cette possibilité d'être juif. Être juif, c'est normal, quoi. Il y a rien C'était à New York, et les gens... 10% de la population est juive déjà à New York, et une espèce de facilité. Alors, moins depuis le 7 octobre, mais quand même une facilité. C'est pas... les gens vous parlent voilà, dans n'importe quel vocabulaire professionnel, il y a des mots en yiddish, par exemple, sans que ça, on vous souhaite chez votre dentiste, c'est écrit à Piranouka. Enfin, je verrais pas ça en Europe. Quoi. Parce que hier, j'ai écouté une écrivain polonaise qui est juive. On me demandait c'est quoi être juif en Pologne aujourd'hui. Elle disait c'est désagréable. Voilà, c'est désagréable. C'est pas le cas en France, mais en tout cas aux États-Unis, il y a cette. C'est pas que c'est désagréable. C'est être juif aux États-Unis, ça paraissait jusqu'à récemment génial. Hein. Voilà. Vous voyez, c'était Woody Allen, Philippe Roth. Enfin, une possibilité d'expression sans retenue, oui. sans avoir se cacher, enfin, je me souviens que quand j'étais enfant et mes parents, on allait une fois par an à la synagogue. Une famille pas du tout religieuse, mais là, on allait une petite synagogue dans le 5e arrondissement à Paris. D'abord, l'endroit était caché, on ne savait même pas que c'était une synagogue. On rentrait, on était fouillé à l'extérieur. Il ne fallait pas rester à l'extérieur au cas où il y a un attentat. Bon, c'était pas. Vous arrivez à New York, c'est une énorme étoile de David avec il n'y a même pas de garde devant. Enfin, et c'est ce monde-là que raconte Philippe Roth, quoi, de juifs, arrogants, oui. Pour moi, ça paraît arrogant, de juifs qui le montrent, quoi, avec beaucoup d'humour. Avez-vous des questions à poser à Colombe Schneck sur ce livre, sur ses livres, sur elle? Toujours intimidant, hein, les questions, en fait, dans la salle. Si vous quittez donc Philippe Roth aujourd'hui, puisque vous allez le laisser sur la table maintenant, il va falloir passer à autre chose. C'est plus facile de passer à un autre livre que d'habitude, ou là, ça pèse lourd? Je ne vais pas le quitter parce que d'abord, le livre vient de publier, donc vous allez l'accompagner. Je l'accompagne, et puis
dans 2 ans, maintenant, sera l'anniversaire de sa mort, donc il y a un nombre de traductions. Enfin, donc j'espère rester encore quelques années avec lui. Non, je ne vais pas le quitter. Je vais l'accompagner. Je suis ensuite très heureuse. C'est un livre à lequel je ne sais pas si ça se sent, mais j'ai beaucoup de plaisir à en parler, à être dedans. Enfin, non, ce livre n'est pas terminé. Puis il y a le travail des lecteurs qui vont aussi se l'approprier, et puis qui vont faire autre chose, et puis leurs questions, donc comme votre question à vous. Donc non, c'est pas terminé l'histoire. Mais vous n'avez pas envie non plus de terminer, mais vous avez quand même toujours envie du livre suivant, non ? Oui. Est-ce que le suivant sera plus difficile à entamer que d'habitude, ou vous ne posez pas ce genre de questions ? Il sera plus douloureux, certainement. Mais je pense qu'il est déjà... Le suivant est déjà dans ce livre-là. Il est déjà... de toute façon, une espèce de continuum. Parce que, voilà, chaque livre permet de continuer, d'approfondir ce qui a été commencé dans le livre précédent. Donc, il est déjà là. Il est déjà dans quelques pages de ce livre-là. Mais vous pensez, par exemple, au bout d'une quinzaine de livres, c'était le bon moment pour l'écrire. Il fallait être une grande fille pour y aller. Oui, on peut dire le mot une grande fille. Plus que ça, je pense qu'il fallait être... une certaine maturité, je pense, oui. Une certaine maturité, oui. Et parce qu'il était dans votre esprit depuis longtemps. Alors, j'ai toujours été une lectrice, et puis quelques années, j'avais eu un projet autour de Philip Roth, et qui était une histoire un peu semblable. Et puis à ce moment-là, il y a un livre qui s'appelle le livre de Lisa Hallyday, qui s'appelle L'asymétrie, qui est sorti et qui ressemble un peu au projet que je voulais faire. Et donc je me dis, bon, c'est pas la peine parce que voilà, ce livre est fait. Donc j'ai laissé tomber Philip Roth, et à ce moment-là, j'ai écrit une unité à Brooklyn, donc j'ai inventé autre chose. Et puis le projet est revenu je continue à écouter des entretiens. Je me souviens que de Philip Roth, et puis en lisant la biographie, je pense, de Blake Bailey, où il y a un passage sur cette relation entre Francine Duplessis, mais c'est un passage qui est assez court. Et là, je me dis, il y avait quelque chose, et puis j'ai creusé, et le livre est venu comme ça. Et puis, il y a le fait aussi que je rencontre ses amis, voilà, les amis de Philip Roth qui m'ont accepté, voilà, qui m'ont adopté. Donc, tout ça s'est fait comme ça, de façon... Mais vous n'avez pas envie, par exemple, de continuer par un documentaire, que ce soit pour la radio ou pour la télévision? Vous avez fait ça déjà. Ça serait quelque chose de très... moi, je trouve que c'est très visuel aussi. Les photos de tous ces personnages, les images qu'on peut trouver sont magnifiques. Il y a une époque, il y a un univers. Et puis Philip Roth, mon Dieu, le revoir encore, toujours, pourquoi pas? Pourquoi pas? Je sais pas. C'est pas comme si on décidait. Enfin, je sais pas. En tout cas, effectivement, il y a une histoire. Oui. J'étais excitée quand j'écrivais parce que je me disais, j'ai une bonne histoire. Enfin, on n'est pas sur le cas, mais là, je me disais, j'ai une bonne histoire. Et ça, c'était une bonne histoire d'obsession, une bonne histoire romanesque, effectivement, bonne histoire, ouais. Avec de beaux personnages. Ouais. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci. Et donc, vous avez une partie de vos livres qui sont là, et Philippe est là. Merci d'avoir suivi cette nouvelle conférence sur Ici Rueil. Retrouvez-nous sur l'ensemble des plateformes d'écoute. Et n'oubliez pas de vous abonner. À bientôt pour un nouvel épisode.